Eh ben merci et bienvenue pour cette dernière conférence de la journée, donc pour tous les vaillants qui ont résisté à l'apéro un peu plus tôt. Et on commence avec ce titre barbare: Au secours, j'en peux plus de mes tests d'intégration, Spring et ma CI non plus. Et nous, on aime bien les histoires, donc on va commencer par une petite histoire. Et cette histoire, elle parle de nous il y a quelques semaines où on est tranquillement avec Mathilde en train de coder. Ça y est, j'ai fini mon code, je vais pusher une super merge request, et le temps qu'elle bulle, j'ai le temps de prendre un café. Je reviens de mon café, ma merge request n'est toujours pas passée en fait, puisque les tests n'ont pas été codés. Donc j'ai le temps de fixer ça, retourner prendre un café, et m'apercevoir que j'ai fixé qu'un seul des deux tests. Donc je repars prendre encore un petit café, vous commencez à comprendre l'idée. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi j'en bois très peu du café, donc le soir j'ai des yeux comme ça, impossible de dormir, le temps de repasser un peu toute cette journée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et j'en arrive à ce super graphe où je me dis, c'est quand même dommage, mon taux de caféine est inversement proportionnel à ma productivité. Le café n'a pas été inventé pour ça, il y a forcément quelque chose à faire. Et j'imagine même pas la journée du lendemain, parce qu'il n'aura pas dormi, il sera encore plus de mauvaise humeur. Et donc là, j'attaque et j'ai besoin d'un coupable. Et mon coupable, je le trouve assez vite. J'accuse les tests d'intégration. Et les tests d'intégration, ils nous font encore plus de malheur. En général, ils nous alertent pas vraiment au bon moment. Ils sont des fois plus longs à écrire que notre code métier. Ils faillent aléatoirement ou seulement sur la CI. Des fois, ils sont très couplés, donc j'en casse un, il y a tout le monde qui casse. Et moi, je finis pas ma journée sans dormir, mais en m'arrachant les cheveux. Donc je tiens pas mal à mes cheveux, donc j'aimerais bien que ça tombe bien. On a 45 minutes là actuellement pour parler de ça, pour parler de comment faire des tests d'intégration découplés, rapides et maintenables. Et donc c'est parti, je vous présente Mathilde Laurin. Qui est EM chez Takima. Et moi, c'est Nicolas Favier, VP à Takima. Pour la boîte, on vous en parlera plus tard si ça vous intéresse. On va commencer par vraiment les bases d'un test d'intégration. Le but, c'est d'avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire un bon test. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer par tester? On va tester une application qui gère des documents et des utilisateurs. Et on va faire tester surtout un endpoint qui nous permet de récupérer les notes. C'est une application très complexe, donc on est parti. Donc, accrochez-vous. Alors, qu'est-ce que j'ai comme choix pour tester? C'est souvent ça le sujet, c'est comment démarrer. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la pyramide des tests, et en général, entre les tests end-to-end, les tests d'intégration, les tests unitaires, on ne sait pas trop par lequel partir. Et pour ceux qui ont suivi Mathilde aujourd'hui, il y a aussi des tests de charge, des tests de sécu, cela on ne va pas en parler à Stalker. Et nous, on va se focus sur la partie intégration. Pas seulement parce que le titre de la conférence s'appelle les tests d'intégration, mais aussi parce que c'est en général ceux qui prennent beaucoup plus de temps sur votre CI et qui vont vous faire perdre ce temps-là. Et c'est des tests très pertinents pour valider vos comportements métiers. Quand on fait des tests d'intégration, on va vraiment tester l'intégration entre différentes couches. Je vous ai fait un petit schéma qui représente la requête, et vous allez pouvoir tester entre le contrôleur ou le service, entre le service ou le repo, entre le repo et la DB. Nous, on a préféré faire un test d'intégration beaucoup plus global, et pour ça, on a voulu utiliser un choix, on utilise mock-MVC. Donc le talk va parler de ça. Top. Première étape, mock-MVC. Par contre, pour comprendre quel problème vient résoudre mock-MVC, on va commencer à parler qu'est-ce qui se passait avant mock-MVC. Donc on retourne à l'âge de pierre. Alors, avant, qu'est-ce qu'on a? On a un test Java. Le test Java, il doit démarrer une application. L'application, elle doit être exposée sur un port, exposer notre API. Donc ça, c'est lent. C'est super lent. Donc là, on attend. Ensuite, on doit faire un appel HTTP à cette application qui tourne. Et ça, c'est toujours lent. Après, on passe par notre dispatcher servlet, notre contrôleur, notre service, on fait toutes nos couches. Et ça, c'est encore lent. Le retour de la requête HTTP, effectivement, ça reprend du temps. Et finalement, on fait notre assert. Et donc là-dedans, dans tout ça, c'est un peu le feu de l'histoire, c'est l'apparition d'outils. Et le premier outil, c'est Add Spring Boot Test, qui vient démarrer l'application pour nous.
sans vraiment la démarrer. En fait, c'est ça qui sera un peu moins lent, c'est qu'il va vous démarrer tout ce qu'il faut pour tester, mais il ne va pas vraiment vous démarrer le Tomcat et vous ne pourrez pas vraiment faire des requêtes sur votre test. Et ensuite, pour faire les appels HTTP à cette application qui a démarré, c'est MockMVC qui vient nous aider à faire ça. Voilà. Et ben, on est parti. Alors, on a hâte de voir un peu le code. Et bon, c'est assez classique, hein. On a une application Spring avec pas mal de repos qui sont orientés métier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie note. Cette note-là, vous avez un note contrôleur et il va vous retourner une note. Et on va commencer par tester ce endpoint, ce que disait tout à l'heure Nico. Pour ça, on va aller sur le Note IT Test. Et ce Note IT Test, ben en fait, il a tout ce qu'on vous a présenté. Il a ce Spring Boot Test qui vous permet de démarrer le test. On a aussi MockMVC qu'on va récupérer par un bin et qui va être récupéré grâce à ce auto-configure MockMVC qui va nous donner accès à ce bin-là, mais qui va aussi configurer tout ce qu'il faut. Et au final, ben, on a quand même un test assez simple avec un MockMVC perform qui nous permet d'envoyer la requête sur la note, qui nous permet de checker aussi son retour, de récupérer le résultat et de vérifier que ça vaut note. Ce truc-là, on l'a codé sans MockMVC et sans Spring Boot Test. Ça nous a permis aussi de comprendre à quel point ce truc-là est beaucoup plus facile à faire. Et normalement, vous voyez que cette partie-là, donc ça, c'est la base. OK. Si on lance ce test, hein, parce que j'imagine que vous me croyez sur parole, mais on va quand même vérifier qu'il fonctionne. Il passe, tout va bien. Pour l'instant, notre contrôleur nous renvoie toujours note. OK. Donc là, on a après notre application qui grandit et on va forcément très vite appeler un microservice. Donc ça doit ressembler à ce que vous avez sur vos applications. Et on va voir comment on va historiser l'accès à ces notes. On est parti. Donc ça, c'est magique, c'est pour changer notre code. Ok, normalement, il ne change pas. Si, mais c'est un gros spoiler, ça. Faites comme si vous n'aviez pas vu. Voilà, donc notre application, on veut rajouter un appel à notre microservice. Donc quand je récupère mes notes sur mon getNote, j'appelle mon service. Et aujourd'hui, mon service, il est très évolué, il me renvoie la note. À chaque fois qu'on arrive ici, je vais vouloir appeler mon access log service qui, lui, va faire un appel HTTP et sauvegarder ce qui vient de se passer. OK. Et donc ça, normalement, vous devez avoir un microservice qui tourne à l'extérieur de votre app. Et dans votre test, vous n'avez pas envie que ce service tourne. Donc on l'a représenté par cette erreur. Donc là, si je viens lancer mon test, normalement, pour tous ceux qui suivent, on devrait avoir une belle erreur, notre runtime, puisqu'on n'a pas lancé de microservice. Donc là, plusieurs choix, et nous, on va vous montrer celui qu'on préfère, ça va être de moquer ce comportement-là. Et pour faire ça, on va utiliser la notation @mockitobin, donc qui est l'évolution du @mock. Si vous utilisiez @mock, c'est le moment de le migrer. Spring a déprécié le @mock en le déplaçant dans un nouveau package. Donc utilisez @mockitobin. Et ici, je vais mettre mon private et ça va être mon access log service que je veux moquer. Super, c'est pas du tout comme ça. Voilà, mon access log service est maintenant moqué. Donc qu'est-ce que ça va faire? Au démarrage, on ne va pas créer votre bin de votre access log service, on va le remplacer par ce bin-là. Et comme avec le @mock, on va pouvoir overrider les comportements. Donc je vais charger l'import statique du when et dire que quand mon access log service est appelé avec sa fonction saveHistory, il va me renvoyer then return true. Voilà. Et le vrai sens métier qu'on veut dans ce test, on veut juste que dès que quelqu'un récupère cette note, on veut vérifier que notre microservice a bien été appelé. Et donc là, super autocomplétion, nous y voilà. Donc là, je vais pouvoir relancer mon test. Comme Mathilde, on aime bien le vert, donc normalement, ça devrait passer. Voilà pour les mocks. Top. Du coup, il nous reste une petite étape quand même pour avoir les bases d'un test. En général, quand vous faites un test de bout en bout, nous, on fait un CRUD, donc on a besoin de vérifier notre accès à la base de données.
Et pour la base de données, ouais, il y a plusieurs stratégies. La première stratégie, c'est d'utiliser une base de données conteneurisée. Donc là, on est très proche de la production. C'est le même SGBD que vous aurez dans votre prod. Par contre, il faut forcément un environnement Docker pour faire tourner votre conteneurisation. Vous pourriez aussi le faire en mémoire. La configuration, elle est vraiment très simple, c'est rapide. Nous, on a décidé quand même de le faire côté conteneurisé parce qu'on aime bien l'idée que ce soit isoprod et qu'on ait besoin de rien faire de notre côté. Donc de votre côté, faites vraiment un choix. Il faut avoir un choix éclairé sur ces deux stratégies. On est bon pour la démo ? Ouais. Donc, là, on repart sur la step 3, que Nico vous a un peu spoilé. Ce qui se passe là, c'est que, première chose, je vais lancer mon test, et forcément, je vous spoil un peu, il ne va pas fonctionner parce que j'ai pas géré ma donnée. Donc d'abord, je dois vous montrer quelque chose que je vous ai un peu caché tout à l'heure, c'est l'import de mon test containers configuration. En fait, je l'avais déjà fait pour des questions de simplicité. Si on va sur cette configuration-là, j'en ai fait une custom. Pourquoi ? Parce que j'aime bien nommer mon conteneur. Comme ça, quand je vais quand je vais regarder mes conteneurs, je sais exactement lesquels bossent sur quel projet. Et en général, sinon, c'est un peu le bordel. Et du coup, j'aime aussi bien décider de ma version. Là, j'ai mis de la test, mais normalement, je mets une version de Postgre. Ça me permet de représenter un peu ma prod. Et voilà, il y a quelques petits paramètres que vous pourriez mettre aussi dans votre application.yaml. Voilà, donc la configuration pour faire tourner votre conteneur. Voilà. Donc maintenant, si je lance mon test, ce qui va se passer, il va passer. Pourquoi ? Parce que dans mon contrôleur, si vous aviez suivi tout à l'heure, c'était vraiment un contrôleur tout pourri. Il me renvoyait toujours note. Sauf que moi, ce que j'ai envie, c'est qu'il aille chercher ma donnée en base de données. Donc je vais faire un note.dao.getRéférence. Et là, vous dites, OK, elle n'est pas folle, elle avait écrit un note ID pour quelque chose. Et du coup, ce qu'on va dire, c'est que je vais prendre le title, comme ça on est bon, et je renvoie ce truc-là. Je vais tester que ce title-là, c'est vraiment le title de ma base de données. Pour ça, si je lance mon test, il ne va pas fonctionner forcément parce qu'il ne va pas me renvoyer une note, il va me dire que l'élément n'existe pas. Bah oui, j'ai rien fait pour l'insérer en DB. Donc, assez facile, hein, je vais faire un note, ça, normalement, je vais faire un note DAO, et même je vais faire un note DAO, je vais insérer direct, et puis je vais faire un save, et qu'est-ce que je vais sauvegarder ? Je vais faire un note builder qui va me permettre de créer ma note, une note assez classique, hein, ça on ne perd pas de temps, et puis on sauvegarde la note. Normalement, je peux checker que cette valeur-là, je récupère le note.getID forcément, et attention, on teste le title, donc le title, tout à l'heure, on a vu qu'il valait title. Donc on est bon, si je le lance, normalement, c'est censé bien aller. Oui. Alors. Je vais te demander, si tu le lances 2 fois, qu'est-ce qui se passe ? Exactement, il allait me demander si je lance 2 fois, qu'est-ce qui se passe ? Et si vous êtes encore un peu éveillé, vous devriez vous dire que là, j'ai inséré des choses en base de données, mais je n'ai pas de stratégie clean. Donc ce qui se passe, c'est que ma donnée, en général, quand je la réinsère 2 fois, si c'est exactement la même, j'ai un problème. Et là, si je regarde un peu l'erreur, hein, normalement, je vais avoir un coup de note execute statement, error, duplicate key. Ok, donc quand on pense à la base de données, il faut vraiment penser à une stratégie de clean. Pour ça, moi, j'ai décidé de faire un truc de extend with, évidemment pas une Spring extension, mais une clear database extension, point class. Et ça fait quoi ? C'est un truc que j'ai codé, qui va... Ce que j'aime bien, c'est de ne plus toucher à ce script SQL. En général, on a des scripts SQL de la mort. On n'arrive jamais à les maintenir parce que dès que tu as rajouté un champ, il ne va pas failer tout de suite, mais peut-être il va failer dans la merge request des voisins et on finit par se détester entre nous. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est de faire un script qui est assez maintenable. Donc j'ai dit, vire-moi toutes les tables. J'ai quand même pas fait un truc débile. J'ai dit, vire-moi toutes les tables, mais me vire pas la partie flyway parce que entre les tests, j'ai pas envie de repasser mon script flyway à chaque fois. Ça va être long, douloureux et ce ne sera pas très performant. Ok. Donc si je repars là, normalement, tout devrait fonctionner. Et c'est bon.
Du coup, si on résume un peu, Ouais, c'est que là, ce que Mathilde nous a montré, c'est qu'avec cette annotation, on a une configuration qui est réutilisable sur tous nos tests. Donc, on a le même look and feel partout. C'est très évolutif. Si je rajoute des tables, tous mes tests ne vont pas être impactés. Donc, voilà, des bonnes pratiques. j'aurais pu faire ça avec des scripts SQL. Moi, je suis pas très fan de cette solution, mais ça aurait fonctionné très bien aussi. Et la dernière façon de faire, Dernière façon, vous pouvez utiliser le add transactional. Ça va exécuter tout votre test dans une transaction. Et donc, toutes les modifications en base de données, elles seront rollback à la fin de votre test. Le problème de ça, c'est que vous allez wrapper tout votre code dans une transaction. Donc, vous allez vous éloigner du comportement de production de votre application. Donc, c'est pour ça que ça, nous, on le proscrit et on préfère avoir quelque chose qui est vraiment très proche de notre prod. ok, là, dernière étape, et on a fini les bases, on va passer sur la partie assertion. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont regardé la série de Tchernobyl. Mais voilà, il y a un petit peu cette partie-là où ils ont un compteur GGR qui affiche 3,6. Et en fait, c'est la valeur max de ce compteur-là. Donc, ils se disent, bon, c'est pas si pire. Et en fait, on a beaucoup de tests qui ressemblent à ce compteur GGR qui finit par nous dire, oui, en fait, tout va bien, mais derrière, c'est la catastrophe. Et donc, ça, c'est un biais. Et donc, c'est vraiment une psychologie qu'il va falloir adapter pour faire nos tests. Et ça, on a essayé de vous le montrer dans une démo. Tac, tac, tac. Alors, notre test, aujourd'hui, il va valider une seule partie de notre assertion, qui est le texte. Donc là, ce qu'on va vouloir, c'est être sûr que tout ce qu'on renvoie à notre utilisateur, c'est exactement la même chose. Donc on va tester beaucoup plus large et on va se mettre à utiliser des objets. Donc pour faire ça, mon contrôleur, si vous êtes des gens bien, vous allez renvoyer des DTO dans vos contrôleurs pour vraiment séparer vos couches. Et donc là, nous, c'est un response note. Commence par note. Ouais. Note response DTO. Notre service, il va renvoyer ce note response DTO. Et ici, on va devoir construire ce DTO. Et donc, on a déjà une petite fonction. Donc là, imaginez l'utilisation de votre mapper qui va nous transformer notre entité en DTO. Très bien. Donc maintenant, côté de mon test, il va falloir que je l'adapte. Et donc là, j'ai un content à string. Ce que je vais pouvoir faire, c'est utiliser un object mapper et mapper donc, notre response. On ne va pas le mapper en note entity, mais en note response DTO. Voilà, donc là j'ai bien lu mon objet et je vais pouvoir le comparer. Donc je vais le comparer, ça c'est ma response DTO, et je vais le comparer à quoi? Là il y en a qui vont réutiliser leur mapper ou réutiliser de la logique et c'est ça qu'il faut proscrire. Donc là on va vraiment recréer notre entité, notre response DTO. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ça va être, ici on veut bien que ça soit l'ID, on veut ensuite que ça soit le title. Vous avez tous vu que c'était ici. Et le dernier, ça va être le texte. Voilà, donc là j'ai vraiment construit une entité de toutes parts et c'est moi qui dis la logique de ce qui va être retourné à mon utilisateur. Donc c'est parti, je lance mon test et je devrais être content. Là-dedans, une autre bonne pratique, ça va toujours être d'utiliser des valeurs qui ont un sens métier. C'est ça qui va faire que votre test, il a un sens et il va expliquer ce que vous êtes en train de tester. Donc de mettre texte et texte, ça n'a aucune valeur. Donc ici, on va mettre conf lil. Et en texte, on va faire IT test. Super. Je vais relancer mon test. Et là, oh, supercherie, allez-vous me dire? Et oui, on avait laissé une petite coquille pour vous montrer l'utilité de faire un vrai test. Donc là, mon DTO, il faisait 2 fois getText. Qu'est-ce qu'on veut vous expliquer par ce mini-exemple? C'est que votre test, il doit être indépendant de votre logique métier. Il doit toujours prévoir des évolutions futures ou des erreurs que vous pourriez avoir aujourd'hui dans votre code. Hop, on va quand même finir sur du vert.
Voilà, donc là, on teste et de la logique et l'intégralité de nos options. Il y a d'autres façons en fait, de tester les outputs. Vous pouvez soit passer par des objets, ce qu'on vient de vous montrer, soit vous pouvez aussi directement comparer du JSON. Comparer du JSON, ça a un sens parce que votre API, ce qu'elle expose à vos utilisateurs ou à votre front, c'est du JSON. Donc là, on va exposer le métier et c'est ça que le test va faire. Donc on sera plus proche du réel et on aura en fait des fichiers exemples qui montreront les retours de nos API. Donc ça peut être aussi un moyen de faire. Et il y a une librairie qui permet de faire ça très facilement, qui est Approval Test. Donc n'hésitez pas à l'essayer, ça simplifie la génération de ces fichiers-là. Et d'ailleurs, ce matin, on a vu une conf super intéressante dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, on est parti, on a fini toutes les bases d'un test d'inté. On se fait juste un petit récap et on est parti. Alors, Add Spring Boot Test, qui charge l'ensemble de la configuration de Spring. Mock MVC qui te permet de simuler des requêtes HTTP et de vérifier les réponses. Le atmock qui est déprécié, on le remplace par atmockito bin, pour tout le monde. Attention, c'est le atmock bin qui est déprécié. Et les tests conteneurs, c'est toujours garder ses tests indépendants et centraliser son cleanup. Ne pas utiliser de mapper ou de code métier dans vos tests. Et écrire des tests dans l'optique, comme ce que disait Nico tout à l'heure, de détecter des problèmes actuels ou à venir. Ok, maintenant on a un joli test d'intégration. Si on veut le maintenir, il va falloir qu'il soit maintenable. Donc c'est parti. Ok, on y va en refacto exactement comme ce que vous auriez fait avec votre code. Alors, on y va pour la step 5. Et ce qui se passe là, c'est que déjà, je me rends compte qu'il y a pas mal de choses qui sont liées à la data de test, en fait. Et donc ça, j'ai envie de l'enlever de ce bout de code, parce que je trouve que mon test, il fait rien du tout, et pourtant, il est énorme. Donc, je vais virer cette partie-là, je vais aussi virer ça, parce que ça aussi, c'est de la note. Cette note-là, j'en aurais peut-être besoin pour faire mon test sur mon contrôleur de post, de get, de find all. Enfin, en fait, j'en aurais besoin un peu partout. Donc, je vire tout ça, et je vais mettre ça dans une fixture. Tac, tac, tac. Si je vais dans ma test fixture, pourquoi je l'ai appelé test fixture? J'aurais pu l'appeler note fixture, par exemple, mais là, j'ai décidé de faire ça, comme il y a peu de métiers, directement dans la même classe. Donc, j'ai une partie user avec tout ce que j'ai vraiment moqué, enfin bloqué pour éviter d'avoir pour avoir des tests prévisibles, et toute la partie note. Donc, je vois que j'ai mon title, mon texte, un texte classique et un title classique. Et moi, ce que j'aime bien, c'est renvoyer un builder. Comme ça me permet vraiment de pouvoir modifier ce que j'ai besoin de modifier dans le test et que ce soit hyper lisible pour ne pas aller dans une autre classe pour voir ce qui s'est passé. Du coup, on est bon. Donc, si je retourne dans mon test, je peux faire, donc là, je vais faire un note, entity, il me semble. Tac. Je peux zoomer un petit peu, effectivement. Je fais une note entity. Ça va faire quoi? Ça va me donner ma note entity directement. Je peux build et tac. Non. Ça, je vais mettre une note, assez classique. Et du coup, ça va me permettre de sauvegarder. J'ai quand même enlevé beaucoup de bouts de code. Donc, ne pas hésiter à tout déplacer dans des utils. Pareil pour le note DAO, j'aime pas trop passer directement par le DAO. Si j'ai besoin d'insérer je sais pas combien de données pour mon test, je vais devoir appeler tous ces DAO, coupler mon test à ces DAO-là. Je couple aussi à mon métier, si j'ai mis du métier dans le save, ce qui n'est pas trop recommandé. Donc je préfère plutôt passer par une méthode globale que j'ai fait dans la test fixture, dans la DB test helper, qui est quand même bien nommée, et qui me permet de persister de la donnée. Et je vais pouvoir persister n'importe quelle donnée et appeler directement mon entity manager. Ça va me permettre non seulement d'avoir la même méthode pour tout le monde, mais en plus d'être sûr que je ne fais que sauvegarder la donnée. Et on gagne un peu de temps puisque c'est dans une transaction et on aura toutes les sauvegardes au même moment. Ouais. Du coup, par contre, ça, je vais être obligé de l'auto-wire, parce que, bien sûr, je ne peux pas mettre ça en statique. Et je vais l'appeler db test helper, et je vais faire un db test helper.persist, et je vais persister la note. OK. Il y a un dernier truc qu'on oublie souvent de faire sur les tests, mais jamais sur notre code, c'est de profiter des nouveautés. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais mock MVC, c'est cool, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont peu lisibles.
Pour vous dire, j'avais préparé un live coding sur le sujet et j'étais obligée de faire des live templates parce que à la lecture, le perform, le get, ensuite quand on lit, on n'a pas vraiment de la lisibilité là-dedans. Et nous, ce qu'on avait fait sur nos projets, c'est qu'on avait fait un petit utils pour pouvoir faire tout ça. Et en fait, Spring l'a fait de même, et ils ont fait un mock MVC tester qui est quand même beaucoup plus lisible, et ça permet d'avoir de la maintenabilité dans notre code. Et donc en fait, là, vous allez juste avoir faire un mode MVC.get, vous pouvez mettre l'URI directement, récupérer ça, on vire tout ça, tac, 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 ça, on fait un exchange, on dit qu'on veut que ça asserte, par exemple, que le statut est OK, hop. On peut aussi dire je veux le mettre en JSON, ou alors je veux le convertir dans une bonne classe. Donc j'ai adieu l'object mapper, hein. On vire ça. Hop. Et puis je vais le convertir par exemple dans une note response DTO. Hop. Et évidemment, je mets un point classe. Et puis je peux même dire il est equal à la expected note response. Donc le conseil, c'est surtout vos tests, ne vous dites pas que c'est du code moins important, parce qu'au final, à la maintenabilité, c'est quand même beaucoup plus complexe quand vous avez du code des boutons. Et donc là, ce qu'on cherche, c'est vraiment avoir le même look and feel entre tous nos tests. Tous nos tests, ils auront les mêmes helpers et ils auront les mêmes fixtures. Donc vous n'aurez pas d'injection à changer ou de choses à customiser par test. Et le test, il va nous montrer plus que ce qui est utile. Ouais. Du coup, tout va bien. Si on se prend un peu de temps pour retenir ce qu'on a fait, gagner en lisibilité avec les librairies, pareil, la conf de ce matin, elle était pas mal sur JUnit et sur tout ce qui était possible de faire, avec Mock MVC Tester, mais il y a plein d'autres exemples. Donc vous pouvez vous concentrer sur le spécifique de chaque test. Et donc là, c'est en ayant sorti vos fixtures, en ayant sauvé avec l'Entity Manager à l'extérieur. Donc plus avoir de dépendance sur vos classes métiers. Et avoir des tests prévisibles. Ça, c'est important, en fixant les ID, la clock, enfin tout ce qui va vous faire en sorte que vous n'ayez pas des tests qui fail aléatoirement. Ok, donc maintenant qu'on a passé la step, on a un test maintenable, on a un bon test, on va passer à la performance. C'est le talk s'appelle « J'en peux plus de mes tests d'intégration et ma CI non plus ». Et donc, c'est une partie importante. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on va regarder? On va commencer à s'intéresser à la CI. Et la CI, elle va exécuter n-test. Donc c'est ça qu'on va regarder, comment optimiser l'appel de plusieurs tests à la suite. Ouais, et c'est important de mesurer avant d'optimiser à l'aveugle. Donc ce qu'on veut faire, c'est que nous, on a fait ça sur nos suites de tests et on vous conseille de le faire aussi. En fait, on a mesuré tout le temps que passent nos tests. Vous allez voir juste après. Et évidemment, c'est lié à nos tests. On l'a testé sur pas mal de nos projets. Mais gros disclaimer, vous aurez peut-être d'autres mesures. Donc mesurez chez vous pour trouver qu'est-ce qui aura le plus d'impact et où est-ce qu'il faut mettre de l'effort. Exactement. Du coup, quand on lance nos tests, on a la partie de Maven. Maven, ça va être environ 10% du temps, c'est une seconde, parce que Maven va prendre pas mal de temps à télécharger toutes nos librairies et à récupérer tout ce qu'il faut pour lancer le test. Ensuite, on a Test Containers. Ça, la première fois, il va mettre un peu de temps à se lancer quand même. Ce truc-là, ça prend en général 2 secondes et c'est 30% de notre test. Voilà, ensuite, c'est Spring qui va prendre le relais, il va charger ses librairies, il va construire son contexte, il va se lancer. Et ça, c'est 3 secondes, donc c'est quand même 40%. Après, il y a Flyway, donc là, ça va dépendre de votre application. Plus on a des applications grosses, plus elles vont avoir des opérations en base de données, plus elles vont prendre du temps. Nous, c'était un petit exemple, donc moins représentatif de chez vous. Et le test, on oublie souvent, mais le test prend du temps. Toutes les assertions que vous allez faire, les insertions en DB, etc., ça, en général, ça prend du temps. Et plus votre test est velu, plus il va prendre du temps. Et donc après, on va passer à la deuxième exécution de notre test. Lui, test conteneur, en fait, il sera déjà là, donc il sera déjà lancé, il n'y aura rien besoin de faire. Spring, il va devoir se relancer, reprendre ses 3 secondes de création de son contexte. Flyway, il va se relancer, mais le schéma sera déjà migré, donc on sera tout bon. Et le test, pareil, il va vous prendre le même temps. Donc là, on peut se dire quand même qu'on peut mettre un gros carton rouge, Nico l'a mis, sur Spring, parce qu'il se relance 2 fois, alors qu'en vrai, il n'aurait pas vraiment besoin de se relancer 2 fois. Donc c'est ça qu'on va optimiser là dans notre prochain live coding. Donc regardons comment limiter le nombre de contextes. Tac, tac, tac. Super slide de démo.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai rajouté un deuxième test, parce que sinon, qu'un seul test, ça tourne moins bien. Et ce test, c'est le Stat IT test qui vient appeler un deuxième appel et qui vérifie qu'on a bien 0. Ok, donc là, je vais prendre mon premier test et mon deuxième test et je vais exécuter les deux, ce que ferait votre Maven test. C'est parti, c'est lancé, je vois le premier test, Spring qui démarre, et pareil pour le deuxième. Donc là, si je regarde les logs, j'ai une fois Spring qui a démarré, et un petit peu plus bas, 2 fois Spring qui a démarré. Comme on est un petit peu advanced, on a mis dans notre application, on peut activer des logs qui vont nous dire Spring, explique-nous, qu'est-ce que tu fais comme gestion de contexte, qu'est-ce qui se passe? Et ce petit log, il va nous rajouter des lignes qui sont celles-là, les statistiques de notre cache. Et là, il me dit, j'en ai 2 et je l'ai raté 2 fois. Donc en fait, il a dû recréer 2 fois mon contexte et démarrer 2 fois mon application Spring. Pourquoi il nous fait ça? Parce que si on regarde bien, notre note IT, lui, il utilise un @mockitobean et notre service de stats, lui, il ne l'utilise pas. Donc pour Spring, c'est 2 contextes différents et il va nous recréer 2 fois ce contexte-là. Donc si je modifie mon test sur les stats et que je rajoute ce mock, qui n'est aujourd'hui pas utilisé, et que je relance mes 2 tests, là, normalement, Spring, il devrait se dire, c'est exactement la même chose, je vais gagner du temps et je vais réutiliser le contexte. Donc on a vu à gauche, c'est passé beaucoup plus vite. Ici, j'ai un Spring, je ne vois pas de deuxième bannière. Et sur les stats, qu'est-ce qu'il va me dire? J'en ai qu'un seul, donc il a été réutilisé. Après ça, Nico, c'est quand même pas très facile à maintenir. Ça veut dire que si quelqu'un rajoute un mock dans n'importe lequel des tests, tu vas devoir le rajouter dans tous tes tests. Voilà, on s'est dit, on veut le même look and feel partout, mais on ne veut pas copier-coller du code. Donc c'est parti, on va créer un peu de centralisation là-dessus. On va se créer une interface qu'on appelle Better IT. Donc ça va être une annotation en fait qu'on veut faire. On veut lui expliquer que sa retention, ça va être au runtime. Et là, dans cette annotation, on va prendre toute la configuration qu'on a vue avant. Donc, c'est parti loin. Donc le add Spring Boot test et tout ce qui va avec. OK. Et qu'est-ce que je vais devoir faire? C'est aussi, ici, je vais pouvoir spécifier la déclaration de mes Mockito beans. Donc mes Mockito beans, je vais lui leur dire quel type, et aujourd'hui on n'en a qu'un seul, c'est l'Access Log Service. Donc mon stat, lui, il n'a plus besoin de Mockito bean. Il va avoir une seule configuration très propre, qui est mon Better IT. Et côté de ma note, je vais pouvoir faire la même chose, Better IT. Et comment on va faire pour récupérer mon Mockito bean, parce que j'en ai besoin, ben pour le coup, il sera déjà présent dans le contexte de Spring, donc j'ai uniquement besoin de l'auto-wire. Et on va vérifier que tout marche bien. Normalement, on est pas mal. On a vu un Spring passer, et le deuxième, on ne l'a pas vu, et toujours dans notre configuration. Voilà, on n'a qu'un seul test, qu'un seul contexte. Donc si on résume, s'il faut que vous reteniez quelque chose, c'est faites attention à vos contextes, ils vous coûtent hyper cher sur vos pipelines. Là, vous n'avez que 2 tests, mais imaginez sur une vraie suite de tests, ça peut coûter très cher. On peut aussi jouer sur un deuxième truc. On se dit, bah ok, bah, le contexte, il est quand même énorme. Est-ce qu'on ne pourrait pas limiter la taille de ce contexte-là? Ça tombe bien. Parce qu'il y a des choses qui existent. Et pour vous en parler, on va commencer par montrer, il y a 2 types de tests d'intégration qu'on va retrouver. Celui qu'on vous a expliqué depuis le début, qui est le mock MVC, ça veut dire qu'on va traverser toutes les couches et faire un appel API. Et il y en a un autre qu'on retrouve souvent, qui consiste à tester notre DAO. Donc vous testez votre DAO quand vous avez des requêtes qui sont custom, qui sont propres à Postgre, vous avez vraiment besoin de tester ça. Et donc ça, en fait, le test avec mock MVC, bah, il a besoin de tous les bins du dispatcher servlet jusqu'à l'ADB. Le test de repository, lui, il a besoin uniquement de notre base de données et de notre bin de repository. Et donc là, Spring, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Il va nous proposer la notion de slice et nous dire, tu peux choisir ce que tu veux charger pour ton application.
tu peux charger soit tous les bins, c'est add Spring Boot test, soit qu'une partie des bins. Et ça, c'est add data JPA test, par exemple, pour ce type de slice. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Et là, ce que je vous ai rajouté dans mon test, c'est un petit logger qui va compter le nombre de bins qui vont être chargés. Donc là, je suis en add Spring Boot test, donc je devrais avoir tous les bins qui servent au parsing, qui servent à nos contrôleurs, etc. Il devrait y en avoir pas mal, quoi. Ouais, là, on en a 466. Donc il y a du monde, et on va pouvoir le réduire en disant data JPA test. Donc là, vous serez incapable de charger, par exemple, des bins de service, ils ne seront pas disponibles. Mon test, il s'exécute toujours pareil, mais par contre, il a chargé que 93 bins. Donc beaucoup plus léger. Par contre, ce qu'on se dit là, c'est quand même que on a dit limiter la taille des contextes, mais Nico, il me semble quand même qu'il y a 2 contextes qui s'est lancé là. Voilà. Là, j'ai 2 contextes différents, donc forcément, je charge 2 contextes. Je vais faire un switch de contexte, donc ça va prendre du temps. Donc pas forcément une super bonne pratique. C'est un choix à faire. On peut parler de parallélisme aussi, sur la manière d'optimiser un peu le temps de vos suites de tests. Ça, c'est très facile à mettre en place, en fait. Ça paraît un peu obscur, mais c'est quelques configurations à mettre. Par contre, c'est incompatible avec vos bases de données partagées. Donc, test conteneur, ça ne va pas marcher. C'est très pertinent pour vos TU, mais c'est souvent eux qui sont rapides. Et c'est pertinent si vous avez fait un choix de base de données en mémoire, type H2, avec le add transactional. Là, vous n'aurez que des transactions, tout sera isolé. Vous êtes plus loin de la production, mais vous serez beaucoup plus rapide sur l'exécution de vos tests. Si on doit retenir ce qu'on a appris sur la mesure, il est important de vérifier que Test Containers ne démarre qu'une fois et surtout que en fait, vous mesurez ce qui prend du temps. Sur la partie un seul contexte, chaque configuration que vous allez créer, donc les profils, les Mockito-bin, les configurations à proscrire dirty context, ça va vous monter des contextes différents. Voilà, le add dirty context, ça vient nettoyer tout ce que vous avez en cache, donc le mettez pas. Et c'est une bonne pratique de centraliser la config pour avoir de la lisibilité, de la maintenance, et en fait toujours le même look and feel sur tous vos tests d'intégration. Sur les slices, on peut charger uniquement une partie des contextes, on ne vous l'a pas dit, mais on peut aussi charger WebMVC test, vous pouvez même dire je ne prends que ce bin-là. Par contre, c'est un choix à faire, ça complexifie la stratégie de vos tests, parce que vous allez devoir dire dans ce cas-là, je fais un slice test, et ça vous rajoute des contextes. On ne pouvait pas partir sans vous parler un peu de stratégie de test. Nous, on aime bien parler de la Beyoncé Rule. If you like it, put a test on it. Et ça, on le sait beaucoup quand on fait du test métier. Mais en général, quand on fait de la technique, on a un peu plus de mal. Par exemple, là, Nico, tu disais, il est important de faire attention à vos contextes. Mais moi, n'importe quel développeur qui arrive dans l'équipe et qui rajoute un Mockito-bin et qui ne le met pas dans mon Better IT, il va me rajouter un contexte sans le savoir. Donc moi, je vous ai fait un petit test pour tester ce truc-là et dans la philosophie de mes tests, c'est un peu mes garde-fous aussi sur les bonnes pratiques de mon équipe. Et du coup, je vais dans ma step. On est parti, je vous montre le test parce qu'on est un peu short en time. Et ce qu'on voit là, c'est que j'ai fait un test qui dit, OK, je vais me lancer et je vais regarder combien tu as de contextes par test. Et ce qu'il va me dire aussi, ce qui est cool, c'est que je vais lui dire, OK, je t'empêche pas de faire des nouveaux contextes, parce que si j'ai envie de faire un slice test et que j'ai choisi de le faire, c'est OK, mais par contre, il va falloir que tu décides de le faire et que tu changes mon test. Du coup, si quelqu'un ne comprend pas l'importance des contextes, ça va être le moment de dire, je ne comprends pas ce test, qu'est-ce qu'il fait? Donc, par exemple, si je mets 0 là, et que je lance mes tests, vous aurez accès au code, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Là, il va me dire, OK, non, désolé, Mathilde, tu as fait plus qu'un contexte parce que tu en as au moins fait un. Donc là, c'est pas OK. Le message est assez parlant normalement pour faire comprendre aux gens ce qu'il faut faire, mais n'empêche que changer un test, en vrai, même dans la merge request, ça se voit beaucoup plus que rajouter un Mockito-bin et surveiller à chaque fois. Donc voilà. Donc en fait, ce qu'on devrait en retenir, c'est surtout que c'est la philosophie de ces tests-là. Il y en a d'autres qui existent. Voilà, et on voulait aussi vous parler de celui du test de sécurité. On voit beaucoup de tests d'intégration qui vont vérifier est-ce que j'ai une 403, est-ce que j'ai une 200, et qui vont dire est-ce que tu as bien utilisé en fait les permissions. Et ça, il y a beaucoup de duplications.
Ça ne nous aide pas du tout à détecter si un nouveau endpoint a été créé mais n'est pas testé. Et s'il y a un changement de permission, ben, ce test il va rarement vous alerter. Donc là-dessus, ce qu'on peut faire, c'est penser un peu différemment. Utiliser par exemple ce petit bout de code qui va demander à Spring de me renvoyer tous les endpoints qui sont exposés par l'application. Une fois que vous avez ça, bah, vous pouvez boucler sur une enum. Et donc là, vous allez exprimer au sens métier tous ces endpoints. Je les ai déjà testés, ils doivent avoir ça comme permission. Et donc à chaque ajout, vous allez dire, attends, tu n'as pas mis à jour ton dossier de référence. Voilà. Donc là, on voulait vraiment vous expliquer cette stratégie. Si ça vous intéresse, on avait écrit un petit article. Donc on pourrait aussi vous le donner là-dessus. Ouf, enfin la conclusion, bientôt la fête. Ce qu'on voulait faire transparaître de ce talk, c'est on doit prendre autant soin de la maintenabilité de nos tests que de notre code. Et ça, on peut le faire en réduisant la duplication. Utilisez des librairies, allez chercher. Dès que vous voyez un truc dupliqué, il y a quelqu'un qui a sûrement pensé à le faire un peu mieux. Prendre le temps de poser l'architecture de ces tests et d'y réfléchir en équipe pour pouvoir avoir des tests maintenables. Et vraiment créer des tests qui vont vous protéger pour plus tard. On écrit les tests pour aujourd'hui, mais pour l'avenir. Donc sécu, contexte. Exactement. On doit prendre autant soin de la perf de nos tests que de notre code. Et ça, autant dans la partie setup, donc comme on vous a dit tout à l'heure, avec les contextes, avec la base de données aussi. Voilà le gros choix à faire entre base de données en mémoire ou en conteneur. Et sur la mesure pour avoir des vrais tests performants et savoir ce qui va vous faire gagner du temps. Donc de temps en temps, dans un sprint, mettez une petite US-Tech, je vais mesurer les perfs de mes tests. Et ce qui prend le plus de temps, ce qu'on ne dit pas trop, c'est aussi ce que vous faites dans vos tests. Donc n'hésitez pas à optimiser, par exemple, les appels à votre base de données, à mettre des batchs, à supprimer les appels inutiles, parce que au final, quand on regardait la mesure de nos tests, ce qui prend du temps, c'est aussi ce que vous faites dedans. Les appels en DB prennent énormément de temps. Voilà, donc c'est exactement les mêmes problèmes de perf que vous avez dans votre application. Donc, vous chunkez dans vos applications, faites-le aussi dans vos tests. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, et pour ceux qui seront là ce soir, nous, on y sera aussi. On a peut-être le temps pour une Et question. n'hésitez pas pour les feedbacks aussi, on sera hyper heureux d'en avoir. Tout feedback constructif nous fera plaisir.